Culture et COVID-19 au Québec, que retenir de la crise sanitaire? C'est sûr que des fois, on voudrait plus en entendre parler, mais je pense que c'est quand même assez intéressant de pouvoir avoir une réflexion sur ce que nous avons fait, ce que le milieu a fait. Donc, c'est la thématique qui sera abordée ce matin dans le cadre de cette conférence, brillamment conçue et menée par M. Hervé Gay, professeur d'études théâtrales et directeur du département des lettres et communications sociales de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Directeur de la revue d'études littéraires Tangence depuis 10 ans, auteur et président de la Société québécoise d'études théâtrales de 2011 à 2015, M. Gay a fondé en 2015 le laboratoire de recherche sur les publics de la culture, un sujet qui nous intéresse éminemment. Au sein du Centre de recherche universitaire sur la littérature et la culture québécoise, dont fut le co-directeur de 2019 à 2021, il a co-dirigé un recensement sur les initiatives culturelles mises en œuvre durant la pandémie de COVID-19. La rédaction d'un ouvrage portant sur ce sujet est d'ailleurs en cours. C'est donc de ce minutieux et pertinent travail de recensement effectué par M. Gay et ses partenaires que découle la conférence que vous allez entendre aujourd'hui. De cette crise sanitaire qui dure depuis maintenant plus de 2 ans, sont nées des initiatives culturelles, des tendances et des efforts d'archivage inédits. Que doit-on retenir? Je laisse le soin à M. Gay de répondre à cette question. Donc, merci beaucoup d'être là. Bonne conférence. Merci beaucoup, Éric. Donc, d'abord, je voudrais vous remercier de vous être déplacés. On le fait de moins en moins, hein, ce temps de pandémie. Et je voudrais remercier Culture Mauricie de son invitation qui me permet de venir vous parler de culture et de COVID-19. Évidemment, c'est un sujet qui malheureusement est encore actuel, même si la pandémie a débuté il y a plus de 2 ans. Et mon exposé comme vous le savez, va porter sur ce qu'il faut retenir de la pandémie. Ce que je vais faire en 2 temps. D'abord en vous parlant d'un projet de recensement, comme Éric vous l'a mentionné, qui a consisté à archiver certains aspects de la pandémie depuis ses débuts. Et ensuite, je vais y aller de quelques pistes de réflexion sur ce qui serait possible de retenir de tout ça, mis à part les choses qu'on a archivées, bien entendu. Donc, si vous le voulez bien, je vais changer la diapo. Ici, on va retourner un petit peu en arrière pour regarder quelles ont été les dates importantes de cette pandémie-là. Je pense qu'il faut se la remettre un petit peu en tête parce qu'après 2 ans, on a peut-être oublié comment ça a commencé. Donc, on est le 27 février 2020 quand le Québec va détecter son premier cas de COVID-19. 2 semaines plus tard, ça c'est le 13 mars 2020, le gouvernement Legault décrète un confinement de 2 semaines. On pense que ça va durer 2 semaines pour tenter d'enrayer la propagation de la maladie, et on sait que ces 2 semaines vont s'éterniser. Ensuite, on a un printemps assez difficile, et le premier répit va survenir durant l'été 2020, mais comme les cas repartent à la hausse en septembre 2020, un système d'alerte procédant par code de couleur va être mis en place. Le vaccin, on a tous passé par les campagnes de vaccination, lui va arriver au Québec le 14 décembre 2020, ça c'est le jour de la première vaccination, et ça va être suivi d'une longue campagne qui se poursuit encore aujourd'hui, mais je pense qu'il maintenant ralentit. Ensuite, le 29 novembre 2021, c'est le variant Omicron, que tout le monde connaît maintenant par son prénom, qui fait son apparition au Québec juste avant les célébrations de fin d'année. Et le 18 janvier 2022, un nombre record de patients vont se trouver hospitalisés dans la province, de telle sorte que le 14 mars 2022, on atteint le sommet de la 5e vague. Et à partir de là, le Québec va décider de lever l'essentiel des mesures sanitaires et le passeport vaccinal va finir par être suspendu. Et là, il est prévu, à compter de la mi-avril, que le port du masque devienne facultatif. Et on pense que les derniers endroits où ça va être enlevé, c'est les transports en commun et quelques autres endroits comme les lieux culturels, par exemple. Et à ce sujet-là, on n'est pas encore totalement fixé. Mais si je vous ai fait cette petite chronologie-là de la pandémie, c'est aussi pour vous dire
que la chronologie pour la culture n'est pas exactement la même. Hein. Il y a une chronologie de la pandémie en général et il y a eu celle de l'impact que la COVID-19 a eu sur les arts et les lieux culturels. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis au point une autre petite chronologie. Mais ce que je vais vous mentionner dans cette chronologie-là, c'est seulement les quelques étapes qui sont nécessaires pour me concentrer surtout sur l'accès aux pratiques culturelles. J'aurais pu parler de bien d'autres choses qui ont touché la culture. Et faute d'espace, je ne mettrai pas beaucoup de temps sur les mesures économiques qui ont été adoptées à ce moment-là, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas important, c'est que je voulais me concentrer sur l'aspect de l'accès aux pratiques culturelles. Donc, recommençons les petites dates. Le 14 mars 2020, fermeture de tous les lieux de rassemblement, y compris les lieux culturels. Hein? N'oubliez pas que ce genre de choses, ça arrive extrêmement rarement. Hein? Dans l'histoire de l'humanité, quand on ferme les théâtres, là, les seules fois où on a fermé vraiment les théâtres, c'est quand il y avait la peste, justement. Et même en temps de guerre, n'oubliez pas que les théâtres n'étaient pas fermés, les salles de spectacle n'étaient pas fermées à ce moment-là, on les gardait ouvertes. Donc, 14 mars 2020, fermeture des lieux culturels. 22 mai 2020, réouverture des musées, des bibliothèques et des cinéparcs. Vous vous rappelez de ça? Et reprise progressive des activités d'enregistrement, mais avec distanciation. Hein, maintenant, on est habitué de voir des séries télévisées avec les acteurs qui sont à distance. 15 juin 2020, reprise des rassemblements intérieurs, y compris dans le champ culturel, mais limitée à 50 personnes avec les 2 mètres de distanciation. À partir de là, on va avoir toutes sortes de mesures qui vont changer un tout petit peu à chaque fois et auxquelles on va devoir s'habituer. 29 septembre 2020, deuxième fermeture des lieux culturels en zone rouge et adaptation à des règles variables d'un lieu et d'une discipline à l'autre. Ça continue. 26 mars 2021, réouverture des salles de... non, je pense que je suis en train de me répéter. Ou non, c'est ça. 26 mars 2021, réouverture des salles de spectacle en zone rouge avec jauge réduite et distanciation. Hein, c'est quelque chose qu'on va expérimenter à plusieurs reprises. Et le 10 août 2021, le passeport vaccinal va s'appliquer aux activités non essentielles, hein, je le mets vraiment entre guillemets, comme la culture. Et donc, à ce moment-là, pour entrer dans une salle de spectacle, pour aller au cinéma, on a besoin de présenter son passeport. 20 décembre 2021, nouvelle fermeture des salles de spectacle, mais les musées, les galeries, les bibliothèques seront épargnés. Donc là, il y a une hiérarchie qui va se faire entre les différents lieux culturels sur le plan de l'accès. 25 janvier 2021, les salles de spectacle rouvrent, mais avec une jauge de 50% et 1 mètre de distanciation. Oui? 2022, oui. Je ne suis pas très bon avec les chiffres, hein? C'est pour ça que je travaille dans le milieu culturel. Et 28 février 2022, retour à la pleine capacité avec maintien du masque, mais abandon du passeport vaccinal 2 semaines plus tard. Donc, vous voyez que ça changeait constamment. Après cette petite chronologie-là, quel lien est-ce qu'on peut établir entre la pandémie et la recherche sur la culture, hein, qui est mon sujet? Alors nous, moi, quand la crise sanitaire éclate et que le confinement va se matérialiser, je fais partie de ces chercheurs qui réfléchissent à ce qu'on pourrait essayer de faire à ce moment-là, puisque la culture est en quelque sorte en pause. Et donc, avec plusieurs chercheurs du Centre interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, on se demande vraiment, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on a une coordonnatrice vraiment très bien au CRILC, c'est l'acronyme de ce centre-là, et elle propose qu'on se lance dans un recensement des initiatives culturelles pour contrer l'isolement provoqué par la pandémie. C'est le premier nom de ce recensement-là qu'on a. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment un recensement d'initiatives qui sont ponctuelles. Hein? Et donc, elle va demander à 3 chercheurs du centre d'en prendre la direction. Comme à ce moment-là, je suis à la co-direction du centre de recherche, je me porte volontaire, ainsi que 2 de mes collègues que je vais vous mentionner, dont je vais vous mentionner le nom. Et donc, les 2 autres chercheurs avec qui je travaille sur ce sujet-là, c'est Louis-Patrick Leroux de l'Université Concordia et Sandra Peboulian de l'Université Laval qui venaient juste d'être engagés. Alors on se dit, on se lance dans ce recensement-là et
les gens les plus marqués par la chose sont vraiment les gens des arts de la scène et on se retrouve à 3 personnes des arts de la scène. Et notre principal objectif à ce moment-là, c'est d'essayer d'archiver les changements qui ont été occasionnés par la pandémie dans la littérature et la culture québécoise, en ciblant vraiment les initiatives qui s'ajoutent à la programmation euh, euh, qui existait déjà dans ce contexte très, très spécial. Et à ce moment-là, nous aussi, on a des auxiliaires de recherche qui travaillent au centre. Le centre est fermé, on ne peut plus s'y rendre. Donc, on les met à contribution, on les enrôle pour se lancer dans ce grand recensement-là qui dure encore aujourd'hui. Donc, c'est dire l'importance qu'a pris ce recensement-là. Donc là, ici, vous avez la page sur le site du CRIL, de ce recensement-là, qui explique le projet. Vous avez les onglets qui sont là, qui vous donnent une idée de la manière dont c'est conçu. Et, euh, et donc, vous avez initiative, acteurs, ressources, gestion, etc. Il y a un petit guide pour le remplir. Donc, c'est un projet qui est quand même très, très organisé. Et ils sont listés comme ça dans une liste. Vous avez les dates de l'activité, les titres, les disciplines. Alors, vraiment, c'est un projet très ambitieux. On a une vingtaine de disciplines et de secteurs d'activité qui ont été ciblés. Donc, on fait à peu près tout. Vous voyez, musée, art visuel, tous les arts de la scène, mais aussi la télévision, les médias, les radios, les balados, les bibliothèques, les librairies, euh, et toutes les formes littéraires, la création, la bande dessinée, littérature, jeunesse, cinéma. Donc, on a vraiment recensé pas mal tout ce qui se faisait dans le secteur culturel au Québec. Et en plus de l'équipe du CRIL, il faut voir qu'au CRIL, on a une dizaine d'auxiliaires de recherche. Hein, ils ont tous un certain nombre d'heures, ce sont des étudiants. En plus de ça, on s'est aussi allié quelques partenaires, dont Littérature québécoise mobile, qui est un autre centre de recherche qui est plus spécialisé en littérature. Eux, ils se sont occupés de toute la partie littéraire. Et on a été aussi du côté de la disque, qui eux se sont occupés du secteur musical, qui, comme vous le savez, est énorme, donc on avait besoin d'aide de ce côté-là. Et on a été aussi du côté de Concordia, qui nous a fourni 3 autres personnes pour travailler au projet. Donc, vraiment, ça nous a permis, vous le voyez, de recenser pas moins de 2599 initiatives. C'est quand même beaucoup, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de tout ce qui s'est fait. 11 000, plus de 11 000 individus et plus de 2000 organismes ou collectifs ont été recensés. Donc, c'est vraiment un gros travail de recensement. Euh, le premier élément qu'il fallait faire pour faire un recensement comme ça, c'est se doter d'un modèle de données c'est-à-dire de décider exactement quels étaient les types d'entrées dont on avait besoin pour éventuellement produire non seulement une mémoire de ce qui s'était passé, mais aussi éventuellement pour susciter des projets de recherche, des études sur cette période-là. Donc, chaque activité a donné lieu à une fiche. Je vais vous montrer un peu de quoi la fiche a l'air. Chaque fiche était remplie par un auxiliaire et ensuite, chaque fiche était validée par un autre auxiliaire que celui qui l'avait remplie pour être sûr que ce soit fait d'une manière assez rigoureuse. À cette étape-ci, le recensement a été mis à la disposition des chercheurs, des étudiants qui voulaient contribuer euh, au projet et faire des recherches sur cette question-là. Et maintenant, on travaille vraiment à ouvrir une version un peu plus grand public, hein, qui pourrait, avec un outil de recherche qui permettrait de le consulter. Mais comme la validation des fiches est relativement longue, on travaille là, à cette ouverture d'un site plus grand public. Et on aura une gamme d'outils, qui soient à la fois des outils pour des chercheurs et des outils de recherche, par exemple, du genre un outil qui permettrait, par exemple, de situer les activités dans le temps, de voir à quel moment il y en a eu le plus, où est-ce que ça s'est passé géographiquement, etc., etc. Donc, vous voyez, ici, vous avez le modèle de données. Donc, vous voyez les informations qu'on met à gauche, les ressources qui sont la fréquence, par exemple, des activités. Est-ce que c'est quelque chose qui arrivait chaque semaine
ou est-ce que c'était une initiative unique? Euh, Est-ce qu'il y avait des interprètes là-dedans? Est-ce qu'il y avait des gens qui écrivaient, qui produisaient? Par exemple, à gauche ici, sur quelle plateforme c'était présenté? Donc, c'est pas mal détaillé. Euh, Vous aviez le début et la fin, évidemment. Est-ce que c'était enregistré? Est-ce que c'était en ligne ou pas? Ou sur quel média? Vous aviez une description, hein? Et ensuite, vous aviez des liens vers l'activité. Donc, c'est un recensement relativement complexe. Et à la fin, est-ce que c'est validé ou pas? Et là, ici, ça, c'était la fiche dont on servait pour alimenter le recensement avec toutes les catégories là, que vous pouvez lire rapidement. Ça, c'est pour écrire la description, etc., les étiquettes. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec ce recensement par la suite? Je pense que j'ai pas assez une feuille. Oui, alors, quand on a lancé le projet, évidemment, on ne savait pas que la pandémie allait durer si longtemps. Par conséquent, on pensait qu'on allait faire ça pour quelques mois. Je me rappelle que ça a commencé en mars, vous vous souvenez, puis à ce moment-là, quand l'été a commencé, on s'est dit, euh, est-ce qu'on arrête maintenant? La pandémie est pas mal terminée, ça c'était le premier déconfinement. On s'est dit, on va le maintenir jusqu'à la fin de l'été, juste pour avoir un cycle assez long qui nous permettrait d'avoir assez de données de recherche. Bon, évidemment, à la fin de l'été, on s'est rendu compte que là, ça repartait. Donc, on n'a jamais cessé de collecter des données parce que ça finissait pas. Euh, et donc, mais dès le début, on avait quand même en tête l'idée comme retombée concrète du projet, de faire un ouvrage collectif, hein, qui allait justement probablement porter un titre comme COVID-19 et culture pour ne serait-ce que garder une trace de ce que ça a été et que cette trace-là soit aussi nourrie par des points de vue multiples, autant des gens qui en ont organisé que des gens qui ont réfléchi et qui ont étudié sur cette question-là. Et on avait un ouvrage qui nous servait un peu de modèle, et cet ouvrage-là, c'est celui qui avait été consacré au Printemps érable par Maude Bonenfant, Martine-Emmanuel Lapointe et Anthony Glinaer. Vous le connaissez peut-être, c'est cet ouvrage qui est paru sur le Printemps québécois. Sauf que nous, on n'avait pas en tête une anthologie, mais bien un ouvrage collectif avec des contributions venant d'un peu partout. Euh, donc, on s'est donc mis au travail pour commencer à constituer cet ouvrage collectif-là. Et la première chose qu'on a fait, on fait ça beaucoup à l'université, on a organisé un colloque. Et donc, un an pile après le début de la pandémie, en mars 2021, on a organisé quand même un assez gros colloque qui réunissait non seulement des chercheurs, mais des artistes, des professionnels de la culture autour de cette première année de pandémie. Moi, je me rappelle, j'ai reçu autour d'une table ronde il me semble que c'est 7 ou 8 artistes qui venaient nous parler des initiatives qu'ils avaient organisées. Il y avait des gens du conte, du cinéma, de vraiment, on essayait d'avoir des gens d'un peu partout. Il y avait aussi une table ronde, par exemple, autour de l'enseignement des arts et le COVID. Bon, ce sont toutes des choses que vous allez retrouver dans cet ouvrage collectif qui va être publié aux presses de l'Université de Montréal. Et quand on a eu pas mal tout ce qu'on avait pu collecter au cours du colloque, on a aussi sollicité des contributions. Notamment, les gens qui s'étaient le moins présentés au colloque, c'était les gens des médias électroniques, des médias audiovisuels, mais on les a sollicités et puis on aura aussi des contributions de ce côté-là. J'ai déjà commencé à lire certains des textes. Il y en a un qui est très intéressant, par exemple, sur la manière dont on s'est mis à tourner les séries télévisées, la manière dont on a changé les scénarios en cours de route pour s'adapter à la COVID. Donc, on peut penser que la télévision a juste profité de cette période-là pour engranger de plus en plus de personnes qui visionnaient son contenu, mais ça a occasionné aussi beaucoup de changements de ce côté-là. Un de nos objectifs dans cet ouvrage-là, dans l'introduction, ça va être de dégager quelques tendances parmi les initiatives culturelles qu'on a recensées. Et si vous permettez, je vais m'y risquer ici avec vous aujourd'hui, essayer de dégager avec vous
quelques éléments, une certaine périodisation qu'on pourrait élaborer autour de cette période-là. Avant de le faire, je vous montre une petite image de notre affiche de colloque, qui s'appelait déjà « Réagir, créer, persévérer, les initiatives culturelles québécoises au temps de la COVID-19 ». Donc, pour dégager ces tendances-là, relatives aux initiatives qui ont été réalisées au Québec en temps de pandémie, je vais revenir à la chronologie que j'ai esquissée tout à l'heure. On peut remarquer que son déroulement adopte la logique suivante. Un premier confinement, deuxièmement, une reprise graduelle avec l'instauration de règles précises, un reconfinement, un autre déconfinement avec des règles variables, un autre reconfinement plus court et finalement un déconfinement progressif, celui qu'on est en train de vivre maintenant. Donc à partir de ces périodes-là, j'ai essayé de découper le tout en 4 périodes. On pourra discuter ensemble pour voir dans quelle mesure ce que j'ai essayé de faire est pertinent ou en tout cas améliorable. Donc, on observe donc au début une première période qui est une période d'adaptation pour le milieu culturel qui est axée sur le numérique. On met beaucoup d'activités numériques en ligne. Une seconde, je vais détailler un petit peu plus dans un deuxième temps. Une seconde période où la présence reprend ses droits, ça, si vous vous rappelez bien, c'est l'été 2020. Et là, on s'adapte aussi à toutes sortes de nouvelles règles qui ont été édictées. Une troisième période qui instaure une nouvelle normalité. La normalité, le confinement se prolonge tellement longtemps qu'on entre dans quelque chose qui nous apparaît comme normal. Et je dirais que la quatrième période, celle dans laquelle on est peut-être encore aujourd'hui, c'est une période qui exprime un essoufflement et un refus de cette nouvelle normalité, puisqu'elle est en concurrence, en quelque sorte, avec celle qu'on connaissait avant. Et donc, et même si notre recensement a surtout porté sur les 2 premières périodes, c'est la partie qui est la plus achevée du recensement, permettez-moi de déborder un tout petit peu parce que je pense qu'on a besoin du portrait global. Et je vous soumets donc l'idée que les 4 phases de cette pandémie pourraient s'appeler réaction, adaptation, normalisation et résistance. Et maintenant, je vais détailler un tout petit peu. Donc, la première période, celle de la réaction, correspond au premier confinement entre mars et mai 2020, et elle se caractérise principalement par le transfert plus ou moins sophistiqué, le transfert en ligne, ou sous forme numérique d'activités culturelles. Donc, la plupart des gens qui font quelque chose vont mettre ça en ligne assez rapidement, dans des formes très, très peu apprêtées. On ne se donne pas trop la peine de faire des choses. On va faire de la musique dans son salon ou ce genre d'activité. Et le mouvement va aussi s'accompagner de rares activités en présence, comme les concerts sur les balcons ou la collecte de livres à l'extérieur. Et ce sont souvent des activités où des organismes vont à la rencontre du public, puisqu'ils ne peuvent plus le faire par les moyens qui étaient les leurs auparavant. C'est donc une période qu'on pourrait qualifier de transitoire, qui donne lieu à des activités originales, qui ne sont pas conçues pour se prolonger dans la durée. C'est temporaire. L'initiative au creux de l'oreille du Périscope à Québec, qui est un théâtre de Québec, où des acteurs vont rejoindre au téléphone des personnes isolées pour leur lire un texte de leur choix, est un bon exemple de cette période-là. Maintenant, je vais vous montrer quelques images d'activités qu'on a connues durant cette période-là. Vous allez peut-être en reconnaître. Alors, la mise en ligne, la chose la plus évidente. On fait de la radio en ligne de la maison. Ici, une activité visuelle qu'on va faire en ligne avec des enfants à distance. Ici, Martha Wainwright qui chante sur son balcon dans un quartier de Montréal. Ça, c'est une de ses rares activités en présence. Et finalement, au creux de l'oreille, une actrice dans sa maison
qu'il y ait un texte à une personne qui est peut-être hein, soit une personne âgée qui, par exemple, qui vit seule, ou encore quelqu'un même qui est en résidence et qui ne reçoit plus de visite. Deuxième période, appelons-la celle de l'adaptation, hein, elle correspond au premier déconfinement. Hein, ça, c'est de mai à septembre 2020. Et elle renvoie au retour de certaines activités en présence, mais qui se déploient selon des modalités différentes d'auparavant. Hein. La production en ligne va se continuer, mais elle va se raffiner. Hein. On n'aura plus des petites vidéos maison, on va avoir des choses très sophistiquées, des festivals qui vont faire, par exemple, hein, des capsules vidéo en forêt, les 7 doigts de la main vont faire ce genre de choses, des numéros comme ça. Hein? Et là, il y a une concurrence qui s'instaure entre les activités en ligne, donc on ne peut plus simplement faire des choses maison. Et il va y avoir aussi, puisqu'on est durant l'été, redécouverte de l'espace public et de l'extérieur comme endroit pour tenir des activités culturelles. On a aussi des règles variables qui vont arriver. Et par exemple, là encore, je vous montre quelques activités qu'on a faites durant cette période-là. Hein? Tournage adapté, à distance. Hein? Ça reprend durant l'été et tout le monde doit se faire à l'idée avec le masque. Hein? Activité à l'extérieur. Hein? Le Cirque Alphonse, qui est un cirque qui fait des tournées habituellement à l'international, ils ne sont jamais à Montréal. Tout d'un coup, ils s'en vont animer les ruelles de leur quartier avec un autre groupe qui s'appelle Patins Libres. Hein? Vous voyez, ils se promènent partout dans les ruelles et ils reviennent aux origines du cirque durant cette période-là. Troisième période, je l'appelle la période de la normalisation. Ça va de septembre 2020 à mars 2021 et elle va durer si longtemps qu'elle incite à considérer comme normales les activités en ligne et anormales celles qui ne se passent pas sur Zoom ou qui ne peuvent pas être enregistrées. Je nomme Zoom comme compagnie, mais vous savez qu'il y en a plusieurs autres. Hein? Et donc, des nouvelles habitudes culturelles se mettent en place, hein, comme d'assister à des colloques ou à des événements culturels en ligne, qui vont reléguer d'autres pratiques à l'arrière-plan. Et en même temps, le numérique va entraîner une certaine fatigue par l'effet d'homogénéisation des pratiques culturelles que le numérique va entraîner. Hein? Cette normalisation va profiter à certains festivals, par exemple, qui vont se tenir en ligne et qui ainsi vont réussir à joindre un public au-delà des frontières du Québec, ou encore aux librairies qui vont profiter de la fatigue numérique hein, pour accroître leur vente. Donc, de ce côté-là, on a une nouvelle normalité, mais qui instaure des nouvelles habitudes culturelles ou qui en déplace, pourrait-on dire. Là encore, ici, le balado, par exemple, devient une activité numérique qui était déjà populaire, mais qui continue d'être populaire. Et ici, vous avez un théâtre qui organise ses propres balados. Hein? Ici, on va acheter des livres à l'extérieur. Les libraires vont sortir leurs livres. Il y a aussi des collectes de livres que les bibliothèques organisent. Et les Québécois vont acheter 18% plus de livres durant cette année-là qu'ils le faisaient auparavant. Donc, c'est notable comme changement culturel. La quatrième période, je l'appelle celle de la résistance, puisqu'elle amène, hein, elle va de mars 2021 à ce jour, et elle amène une remise en question par une partie du milieu culturel de la nouvelle normalité qui est instaurée par la pandémie. J'ai envie de dire, ça vaut pour le milieu culturel, mais ça vaut aussi pour le milieu universitaire. Donc, certaines règles vont être contestées au nom de leurs conséquences économiques ou esthétiques. On peut penser, par exemple, sur le plan esthétique, il y a tout un questionnement. Est-ce que ce tournage à distance des séries, c'est aussi intéressant que ce qu'on faisait avant? Est-ce que ça ne nuit pas à la vraisemblance de ce qu'on fait? Et évidemment, les conséquences économiques sont très importantes aussi. Et je dirais que pour cette période-là, le recours à un mélange de présentiel et de virtuel tend à se généraliser un peu partout pour toutes sortes d'événements et d'organismes, et ça conduit à une multiplication du cas par cas. C'est-à-dire, ah oui, pour cet événement-là, par exemple, aujourd'hui, on décide qu'on fait ça en présence, mais on va accompagner ça d'un petit volet virtuel, ou on décide de le faire en mode hybride, etc. Et ça mène à ce que j'appellerais une
une relativisation des bienfaits du numérique et de la présence qu'on sous-pèse à chaque fois. Ah, est-ce que pour cet événement-là, ce serait mieux qu'on le fasse en présence? Ah oui, on a la possibilité, on peut le faire à l'extérieur, on a un beau lieu, OK, on le fait en présence. Oui, pour tel autre événement, non, ça va nous priver de trop de public, on va faire un webinaire et puis là, on va pouvoir rejoindre tous les gens qui sont à la maison. Donc, c'est ce genre de questions qui commencent à se poser dans ce que j'appelle cette période de résistance, dans le sens de résistance à la nouvelle réalité qui s'était imposée juste au préalable. J'en viens à ma conclusion, puis ça va nous laisser le temps pour discuter ensemble. Donc, ah oui, vous voyez, festival en ligne, regardez en bas dans l'affiche sur des rendez-vous Québec Cinéma, en ligne, en salle. Hein? Donc, il faut regarder le programme pour savoir laquelle des activités se passe, sous quelle modalité. Ça aussi, vous connaissez, hein? On le fait encore aujourd'hui. Hein? Aller au spectacle masqué dans une salle au public clairsemé, et puis ensuite retourner dans la même salle, mais avec une salle totalement pleine, puisque tout le monde peut être assis côte à côte. Donc, en conclusion, je dirais qu'il est nécessaire de garder des traces de l'impact de la pandémie sur la culture et sur les différentes étapes par lesquelles on est passé pour plusieurs raisons, mais il y en a deux en particulier qui s'imposent à mon esprit. D'abord, cet archivage-là est nécessaire parce que ça nous oblige à regarder de manière critique le modèle culturel que nous avons développé au Québec, surtout eu égard au traitement que nous prodiguons à la culture, aux artistes et à leur public. Hein? Là-dessus, j'ajouterais qu'il y a tellement d'artistes qui ont souffert sur le plan économique de cette pandémie-là qu'il faut peut-être réfléchir justement à notre modèle culturel. Deuxièmement, l'archivage peut peut-être nous aider à distinguer les mesures transitoires de celles qui méritent de s'établir dans la durée. Hein? Donc, ça nous aide à choisir comment on devrait faire les choses. Là encore, il faut peut-être distinguer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire là où il y a des choses intéressantes qui se sont produites pendant la pandémie. Je pense par exemple, une des idées qui me vient en tête, c'est par exemple ce public qui allait dans les centres pour personnes âgées et qui se déplaçait à la rencontre de ces publics-là, qui sont des publics empêchés. Là, il y a peut-être des choses à faire. Il y a peut-être de la médiation culturelle, justement, qui gagne à être continuée sur ce plan-là. Mais par contre, pour d'autres choses, je pense que peut-être les petites vidéos maison, c'est pas sûr qu'on va continuer là-dedans parce qu'il y en a tellement maintenant que... et on passe tellement de temps en ligne que c'est pas sûr qu'on a envie de continuer dans ce sens-là. Donc, c'est pas sûr qu'on va tous s'entendre sur le modèle culturel vers lequel nous devrions aller, ni même sur les nouvelles pratiques qu'il est pertinent de garder ou pas, de choisir celles qui en valent la peine et pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir du matériau pour pouvoir y réfléchir et faire des choix. Deuxième conclusion, les phases que j'ai décrites, réaction, adaptation, normalisation et résistance, nous invitent également à réfléchir à la notion de crise et aux modifications qu'elle entraîne dans le champ de la culture. Hein? On a eu une crise sanitaire, mais on a aussi eu, qui l'a accompagné, une crise de ce qu'était la culture dans notre société. Et la première chose que je veux mettre en évidence, c'est que la crise que nous avons traversée est reliée à la santé, que l'on a considérée trop souvent uniquement dans ses aspects physiques. Hein? Or, faut-il le rappeler, la culture joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé mentale du public et dans certains cas même de sa santé physique, pour ceux, par exemple, qui dansent, qui s'adonnent à des activités culturelles de ce genre-là. Donc, la culture a un rôle à jouer dans la santé. Il ne faut pas l'exclure de la discussion. Et je dirais que c'est l'une des leçons que moi je retiens de la pandémie. Hein. Outre le plaisir que procure la culture, on a aussi la nécessité de rappeler aux autorités la contribution de la culture au maintien de la santé de ceux et celles qui la fréquentent en particulier. Et j'ai envie de dire, on pourrait ajouter bien entendu de ceux et celles qui la font. Une troisième série de conclusions,
c'est que les phases de la pandémie dont j'ai parlé renvoient également au positionnement du milieu culturel vis-à-vis de ce qui lui arrive, vis-à-vis de ce qu'il contrôle et ne contrôle pas, de même qu'au rapport de force qu'il entretient avec d'autres champs qui lui sont extérieurs, comme celui de la santé et des pouvoirs publics. Hein? Plusieurs observateurs ont noté qu'on a davantage demandé au milieu culturel de se réinventer, je mets encore le mot entre guillemets, et de s'adapter qu'à d'autres milieux qui ont plus de moyens que lui. Or, j'estime maintenant que le milieu culturel doit être consulté pour qu'il participe à définir l'accompagnement susceptible d'aider les secteurs les plus touchés à sortir de cette crise. Et je pense qu'il y a peut-être encore de la place pour ça aujourd'hui. Et je prolonge sur ce plan-là les réflexions de mon collègue de l'UQTR, Frédéric Lorrain, qui a étudié l'impact économique de la pandémie sur le secteur culturel. Et une de ses conclusions, c'était qu'on a fait des programmes, mais c'était peut-être pas les meilleurs programmes qui auraient dû être faits pour aider les artistes. Et si on leur avait demandé davantage, on serait peut-être arrivé à quelque chose de meilleur. Et je termine en m'adressant au milieu de la recherche qui est le mien. Je considère aussi que le milieu culturel, c'est le mien aussi, mais je pense que les chercheurs dans le domaine de la culture doivent aussi répondre présents pour participer à faire entendre la voix du milieu culturel et des publics de la culture à nos dirigeants, pour qu'on comprenne mieux ce que à la fois le milieu culturel désire, et dans ce milieu culturel-là, il me semble qu'il faut faire une place de choix au public, qui sont peut-être les meilleurs appuis sur lesquels le milieu culturel peut se fonder pour faire valoir ses revendications, puisque c'est à ces publics de la culture que toutes ces activités culturelles font du bien. Je veux vraiment vous remercier de m'avoir accordé cette attention-là aujourd'hui. Je l'apprécie beaucoup. Merci.